Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir, le paradis, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Ce paradis, c'est tout ce qu'on peut imaginer d'un monde qui aurait atteint son plus haut degré d'évolution. La paix universelle, la fraternité, la fin des frontières, la fin du travail comme on le connaît, qui est pour beaucoup une sorte d'esclavage, l'accession au 100% écologique, la fin de l'homme loup pour l'homme, donc l'homme qui est entièrement pacifié, qui ne représente plus aucun danger pour ses congénères, ni pour lui-même, ni pour la planète. Voilà, bref, ce qu'on peut imaginer d'un paradis. Alors, c'est pas un souhait, c'est une analyse que je fais. L'humanité, on ne peut pas bousculer son évolution. Chaque fois qu'on a essayé de bousculer cette évolution, par exemple quand le communisme a essayé d'imposer l'égalité avant que la conscience humaine soit prête à accepter cette égalité, eh bien ça a été un problème. Et d'ailleurs ça a été un échec, ça a été son échec. Voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être imposées avant le temps. Avant l'heure, c'est pas l'heure, en somme. Et donc, ce n'est pas un souhait, c'est une analyse de ma part. Voilà. Alors, je vais reprendre la fin de cette réflexion sur Murray Rothbard et le libertarisme. C'est la lecture de l'anatomie de l'État par un internaute. Et c'est pour essayer de voir quel est l'intérêt de cette, on pourrait dire, philosophie, cette proposition, cette idéologie. Alors, pour moi, il y a du danger à la préconiser ou à l'imposer, par exemple, trop tôt. C'est une valeur, la liberté absolue, par exemple, qui fait partie de l'état de perfection dont je parle. Mais cette liberté peut se prendre, elle apparaîtra automatiquement lorsque tous les hommes auront maîtrisé leurs pulsions, auront maîtrisé leur comportement. Quand plus aucun homme ne représentera un danger pour autrui, quand il n'aura plus de velléité, ni d'agressivité, ni de jalousie, ni de désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, etc., etc., à ce moment-là, oui, la liberté absolue, eh bien, elle s'imposera toute seule, parce qu'en fait, il n'y aura plus... L'autre respectera absolument notre liberté, comme nous respecterons totalement sa liberté. Mais il faut que ça soit réciproque. Et ce n'est pas possible quand, dans le monde actuel, aujourd'hui, on voit bien les libertariens qui préconisent ce modèle, eh bien, ils ont des entreprises qui ne respectent pas forcément la liberté de chaque être humain. Il y a quelque chose qui est antagoniste avec ce qu'ils préconisent. Et en plus, ils ont atteint des richesses qui sont proprement hallucinantes. Ils peuvent s'acheter la moitié de la planète, ou pour ne pas dire toute la planète. Donc, la propriété privée qu'ils défendent pieds, poings, bec et ongles à fond, eh bien, ça ne marche pas dans un monde qui partirait avec une telle inégalité de base. Ça ne serait pas possible. Parce qu'alors, la planète entière serait les locataires de quelques milliardaires, en somme. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est ce que j'essaie de démontrer. Alors voilà, je lance cette lecture et j'essaie de commenter en fonction.
Il est également important que l'État inculque à ces sujets une aversion pour toute théorie complotiste de l'histoire. Donc Car là, la recherche de... on en est à la... la première partie de ce livre, L'anatomie de l'État, Murray Rothbard. Et donc, c'est la critique de l'État, de ce qu'il impose. Alors, il y a des choses très intéressantes à entendre, évidemment. L'État est critiquable et il est très certainement améliorable, en tout cas. Mais le non-État est aussi critiquable. Ce que proposent justement les libertariens, c'est non seulement, à mon sens, critiquable, mais c'est également dangereux. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour parler, pour imposer ce type d'idéologie. Complot signifie la recherche de motifs et l'attribution de responsabilités pour des fautes historiques. Si cependant toute tyrannie imposée par l'État, ou par vénalité, ou par guerre agressive, fut causée non pas par les dirigeants de l'État, mais par des forces sociales, mystérieuses et ésotériques, ou par l'état imparfait du monde, ou si d'une certaine manière chacun était responsable, nous sommes tous des meurtriers, et il est inutile alors que le peuple s'indigne ou se soulève contre ces méfaits. De plus, une attaque contre les théories du complot signifie que les sujets deviendront plus crédules, croyant aux motifs de bien-être. Pour revenir à la première partie, oui, effectivement, ça aussi c'est un point positif du libertarisme, c'est-à-dire s'il y a plus d'État, plus de guerre. Et en fait, c'est l'État qui mène les guerres, c'est les États qui mènent les guerres aux pays ennemis, etc. Et donc, il fait du peuple un criminel. Tous ceux qui sont obligés d'aller à la guerre, qui sont contraints d'aller risquer leur peau, on le voit en Ukraine et en URSS, en Russie aujourd'hui, eh bien, ils sont les otages d'un État pervers en réalité. Donc l'État, c'est une autre des choses qu'il doit modifier. L'État doit ne pas pouvoir déclencher de guerre. Et il est possible de faire une humanité comme ça. Il est possible d'obliger un gouvernement à soumettre la demande à son peuple pour savoir si, oui, non, on décide d'aller vers l'hostilité, de doper les entreprises militaires, de doper l'armement, de mettre de l'argent dans ce genre de choses. Là, actuellement, nos chefs d'État, en Europe, par exemple, font les choses sans la permission du peuple. Ils n'ont pas été élus avec cette permission. Ça ne rentre pas dans ce qui fait qu'on les a élus. Et simplement, ils profitent du fait qu'on n'en parle pas dans les élections, que ça vienne pas, qu'on les oblige pas à prendre une position, à leur dire bon, est-ce que vous vous engagez à demander à votre peuple si vous pouvez rentrer en guerre ou pas, si vous pouvez faire telle ou telle action contre notre pays, etc. Donc tout ça, c'est très très facile à mettre en œuvre. C'est simplement le système des dominants profite de vide, de laxisme pour abuser le peuple en réalité et pour se comporter comme des autocrates, tout simplement, parce que c'est de l'autocratie de décider une guerre par-dessus l'esprit du peuple. Être général, toujours invoqué par l'État, pour se lancer dans une de ses actions despotiques quelconques. Une théorie du complot peut déstabiliser le système en faisant douter l'opinion publique de la propagande idéologique de l'État. Et on voit à quel point la propagande est un des moteurs de cela. Donc l'instrument de la propagande doit aussi passer entre les mains du peuple, tout simplement. C'est-à-dire les médias ne doivent plus appartenir à l'oligarchie, à n'importe quel organisme qui se rapprocherait du peuple, du gouvernement. Avant que le gouvernement vende
les médias à l'oligarchie, ils appartenaient au gouvernement. C'était la même chose. C'était la même chose. Ils avaient la possibilité de la propagande pour imposer ce qu'ils veulent, la guerre, un libéralisme fou, etc., etc. Donc, tant que les médias appartiennent au système dominant, qu'il soit oligarchique, étatique ou peu importe, on n'est pas en démocratie, tout simplement, parce qu'il peut manipuler le peuple pour le convaincre du bienfait de la guerre, par exemple. C'est ce qu'il a fait avec l'Ukraine. Il nous a embourbés pour qu'on dise, bon ben il faut soutenir tel camp, etc., etc. Méthode éprouvée pour faire plier les sujets à la volonté de l'État consiste à susciter de la culpabilité. Tout meilleur bien-être privé peut être attaqué comme avidité déraisonnable, matérialisme ou aisance excessive, faire du profit comme exploitation et usure, les échanges mutuellement... Non, alors ça c'est pareil, on ne vit pas sous cet angle-là. Quand c'était les 30 Glorieuses, où chacun avait sa petite part de bonheur, faut le dire, c'était autre chose. Il y avait effectivement des gens qui vivaient mal. Mais dans une démocratie où tout le monde vit à peu près bien, mais personne ne va jalouser celui qui gagne plus d'argent parce qu'il a de l'ambition et que son caractère le pousse à vouloir se dépasser pour gagner plus d'argent, pour avoir plus de pouvoir, pour être en compétition. On n'a pas de velléité contre les compétiteurs. Mais dans la mesure où les compétiteurs n'en ont pas vers ceux qui n'ont pas envie d'être dans la compétition, qui veulent une petite vie peinarde, une petite vie paisible, eh bien si c'est réciproque, il n'y a aucun problème. Et dans les années 70, c'était réciproque. Personne allait jalouser Michelin, allait jalouser voilà, les gens qui réussissaient dans leur parti. Il n'y a pas de raison que ça soit comme ça. Le peuple n'est pas comme ça en réalité. On le pousse à la jalousie ou quoi que ce soit. On le pousse à jalouser telle ou telle partie des autres. Mais ce n'est pas sa nature. Donc c'est possible aussi de gérer ce problème-là, complètement. Bénéfique dénoncé comme égoïsme. Une autre vraie méthode éprouvée pour faire plier les sujets à la volonté de l'État consiste à susciter de la culpabilité. Tout meilleur bien-être privé peut être attaqué comme avidité déraisonnable, matérialisme ou aisance excessive, faire du profit comme exploitation et usure, les échanges mutuellement bénéfiques dénoncés comme égoïsme, et quoi qu'il en soit, la conclusion étant toujours que davantage de ressources devraient être siphonnées du secteur privé vers le secteur public. Oui, tout simplement, c'est les excès qui sont insupportables au peuple. Donc, c'est pas le problème de voir que la réussite poserait un problème au peuple. Pas du tout, c'est les excès. Et les excès étaient très très bien maîtrisés. Par exemple, dans les 30 Glorieuses, quand un milliardaire, on le laissait monter, on laissait un Michelin ou je sais pas, je me souviens plus les milliardaires qu'il y avait à l'époque, mais on les laissait monter. Simplement, après, l'État prélevait 70% de ce qu'il avait gagné, ce qui lui laissait largement de quoi encore investir et de quoi nourrir son ambition, il n'y avait aucun problème. Et cet argent-là servait à la redistribution, à construire des services sociaux, des choses pour le peuple, quoi, tout simplement. Alors là, ça fonctionnait très bien dans ce type de proposition. Il suffit simplement d'arriver à organiser ça. L'intérêt, c'est pas d'enlever ceux pour qui, en fait, l'argent, par exemple, est le moteur. Mais d'ailleurs, c'est un faux moteur. La plupart des gens feraient ce qu'ils feraient, même au SMIC. Michelin, il aurait fait
même si on lui avait dit, ben, vous gagnerez que le SMIC pendant toute... Il aurait fait son travail, il n'y a aucun problème. Un Hanouna, on lui donnerait 1200 € par mois, il ferait ce qu'il ferait, parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut. C'est ce qui l'intéresse, c'est nourrir son narcissisme devant l'écran. Donc, c'est en fait, ils se sont usurpés ils sont devenus millionnaires, mais en usurpant en arnaquant la société. Parce que il n'y a aucune raison que qu'on ait construit une nouvelle caste de gens avec une telle disparité de salaire. Il n'y a aucune raison que ça se soit La culpabilité induite rend le public plus enclin à agir ainsi. Car si les individus ont tendance à s'accorder une avidité égoïste, l'échec des dirigeants de l'État à se lancer dans des échanges est censé manifester leur dévouement à des causes plus élevées et plus nobles. La prédation parasitaire étant apparemment supérieure au plan moral et esthétique comparée au travail pacifique et productif. Et alors, l'idée de mettre sa prédation parasitaire, l'idée du parasitisme, c'est vraiment mal vu. Et je pense que c'est le problème justement de ce narcissisme, de ces dominants qui veulent imposer un libéralisme, un libertalisme absolu, où il n'y a pas d'entraide, pas d'aide pour celui qui n'a pas les moyens de se défendre, de rentrer dans la compétition, etc. Cette idée de parasitisme, c'est une horreur, quoi, parce que qu'est-ce qu'on fait c'est l'eugénisme le plus absolu, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont totalement incompétitifs, qui sont tellement cassés dans leur enfance, qui peuvent pas s'adapter au monde et qui se retrouvent éjectés dans la rue, etc. Est-ce que c'est du parasitisme, cette chose-là? Le travail qu'ils doivent fournir pour survivre dans la rue est 1000 fois plus intense que le travail d'un millionnaire, d'un milliardaire. Et ça, on s'en rend pas compte. On méprise des gens qui doivent développer des qualités, un courage, une volonté pour survivre dans la rue qui est inouïe, que très peu d'êtres humains pourraient vivre en réalité. Et donc, on parle de ça comme d'un parasitisme. Et en plus, je démontre que tout le monde, que ce qu'on appelle ce que ce libertarisme appelle des parasites, en somme, et que les nazis appelaient des parasites, et que les fascistes appellent des parasites, etc., eh bien, en fait, ils agissent, ils travaillent à l'évolution de l'humanité autant que n'importe quel être humain. Un mendiant au coin d'une rue, il travaille, chaque être humain qui le croise, il va travailler son âme, il va travailler les âmes, il va travailler l'état d'esprit des gens, comme le sociologue qui écrit sur la mendicité, ou sur les SDF. Donc c'est exactement pareil, il agit de la même manière. Lui, il agit par sa souffrance, il montre sa souffrance aux gens qui croisent, et les gens, ils sont obligés de prendre une position, de développer leur empathie, de s'investir dans la société, ou alors de développer leur mépris et de se sentir mal avec ce mépris, etc. Ça travaille, chaque âme qui passe devant un SDF est travaillée par cet être humain. Donc c'est un travail, sauf qu'on ne considère pas ça comme un travail, comme on ne considère pas quelqu'un qui abandonne tout pour devenir ascète comme un travail pour l'humanité. Parce que notre civilisation est comme ça. En Inde ou dans les pays bouddhistes, le bouddhiste qui vient mendier son repas, personne ne va penser à le considérer comme un parasite. Au contraire, ils vont justement trouver qu'il faut du courage pour vivre une vie comme ça, une vie retirée du monde, de tous les petits plaisirs
qu'on recherche dans cette humanité. À l'époque actuelle, plus laïque, le droit divin de l'État s'est vu complété par l'invocation d'un nouveau Dieu, la science. Le règne de l'État est maintenant proclamé comme étant ultra-scientifique, comme incarné en une planification par des experts. Mais si la raison est invoquée plus qu'au siècle précédent, ce n'est pas la véritable raison de l'individu et son libre arbitre. Elle reste collectiviste et déterministe, impliquant encore des agrégats holistiques et une manipulation coercitive des sujets passifs par leurs dirigeants. L'utilisation croissante du jargon scientifique a permis aux intellectuels étatiques de tisser des apologies obscurantistes du régime étatique qui, à une époque plus simple, n'aurait suscité que dérision chez la population. Alors oui, ça fait partie de la perversion. Utiliser des jargons qu'on ne comprend pas quand quelqu'un vient vous parler avec un jargon, il sait très bien qu'il utilise un jargon pour vous manipuler, et on le voit dans les comment ça s'appelle, les camelots, voilà, les camelots qui vont employer des termes, etc., des choses, et c'est pareil, il y a des camelots de l'intellectualisme, il y a des camelots de la philosophie, il y a des camelots dans tous les sens, qui utilisent un jargon envers ceux qui sont pas aptes à les comprendre, hein, parce qu'un philosophe parle son jargon entre philosophes, il n'y a pas de problème, c'est là. Mais quand c'est un jargon pour s'imposer, pour abuser d'autrui, c'est un souci. Et les politiques peuvent faire ce genre de choses. D'ailleurs, c'est des manipulations quand ils disent il faut réformer, il est important de faire des réformes. En réalité, ils camouflent derrière le terme de réforme, en ce moment par exemple, ils camouflent des régressions. Ils n'osent pas appeler ça régression, mais en réalité, ce sont des régressions. Ils disent des réformes. Et ce n'est pas des réformes, c'est on tire vers le bas des acquis sociaux, on rogne des acquis sociaux, donc c'est des régressions. Et voilà, par exemple, ça c'est un voleur justifiant son vol en se disant vraiment aider ses victimes, donnant par ses dépenses un élan au petit commerce, aurait trouvé peu de convertis. Mais quand cette théorie est masquée en équation keynésienne et en référence impressionnante à l'effet multiplicateur, elle véhicule malheureusement plus de conviction. Et c'est ainsi que la lutte contre le bon sens avance, chaque époque accomplissant la tâche à sa façon. Ainsi, le soutien idéologique étant vital pour l'État, il doit sans cesse tenter d'impressionner le public par sa légitimité, pour distinguer ses activités de celles de simples brigands. La détermination inébranlable de ces attaques contre le bon sens n'est en rien accidentelle, car, comme Mencken l'affirma vivement, l'homme moyen, quelles que soient ses erreurs, sinon au moins, voit clairement que l'administration est chose se trouvant à l'extérieur de lui, hors de la plupart de ses semblables, c'est-à-dire une puissance séparée, indépendante et hostile, seulement en partie sous son contrôle et capable de lui causer grand mal. Oui, non, si, dans la mesure où l'administration se comporte bien, comme ça a été le cas à certains moments, je pense justement aux 30 Glorieuses, aux États-Unis, les années, on va dire, 60-70, c'était des années heureuses. Les gens n'avaient pas de velléité contre l'administration, contre le système qui gérait le pays. Non. Donc, c'est les abus qui sont toujours... qui irritent et qui soulèvent des questionnements sur l'État dans le peuple. C'est quand il abuse de lui. Est-ce un fait sans importance que voler l'administration soit partout considéré comme un crime de moindre ampleur que voler un individu, voire une entreprise ? Ce qui se cache derrière tout cela, je crois, c'est un sens profond de l'antagonisme fondamental entre l'administration et les gens qu'elle gouverne. Elle est perçue... Voler l'administration, si c'est perçu comme un moindre mal par rapport à la propriété privée, en fait. Mais c'est juste parce que l'administration accepte
que ça soit comme ça, tout simplement parce que, et pas que l'administration, les propriétaires, le monde des riches, ceux qui détiennent les médias, ils pourraient très bien faire en sorte que ceux qui abusent, il y a eu des cas inouïs, le vol de la taxe de la TVA, je ne sais pas, des milliards qui ont été pillés au détriment du peuple. Eh bien, tout ça, c'est parce qu'on laisse vraiment... on n'utilise pas la force justement du libéralisme tel que le pensait, je ne sais plus si c'était Stuart Mill ou Adam Smith, qui disait qu'en fait, là où on ne peut pas mettre quelqu'un en prison, il faut au moins faire que le peuple puisse le critiquer, puisse le voir de façon négative. Et en fait, c'était facile de pouvoir les mettre à la lumière du peuple. C'est ceux qui ont abusé, par exemple, ceux qui abusent de l'argent du peuple. On pourrait très bien faire en sorte qu'ils soient conspués, quoi, et qu'on leur laisse pas la liberté de parader et de vivre leur existence de façon quasiment impunie. Donc, c'est encore des choses qui sont tout à fait résorbables, qu'on peut régler très très facilement. Non pas comme un comité de citoyens choisis pour mener les affaires communales de l'ensemble de la population, mais comme une entreprise séparée et autonome, principalement dédiée à l'exploitation de la population pour le bénéfice de ses propres membres. Quand on vole un citoyen privé, on prive un homme de valeur des fruits de son industrie et de son épargne. Quand on vole l'administration, le pire qui puisse arriver est que certains voleurs et mafieux ont moins d'argent qu'avant pour jouer avec. Jamais l'idée qu'ils aient gagné cet argent n'est envisagée. Pour la plupart des hommes sensés, cela semblerait ridicule. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Je pense que nous pouvons nous en arrêter là pour aujourd'hui. À titre information, nous sommes à peu près à la moitié du livre. Par ailleurs, en lisant ce texte, j'ai réfléchi à certaines réactions que vous pourriez avoir. Peut-être trouvez-vous les propos de Rothbard trop extrémistes ou ne reconnaissez-vous pas votre état dans la description qui en est faite. Si c'est le cas, je peux parfaitement le comprendre. Cependant, je vous inviterai à élargir votre perspective. Peut-être que ces mécanismes décrits par Rothbard sont à l'œuvre dans d'autres États dans le monde aujourd'hui, parfois de manière insidieuse. Il est également possible que certains de vos ancêtres aient eu à faire face à des systèmes similaires dans votre État par le passé. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette lecture a éveillé votre curiosité et nourri votre réflexion. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Ça me paraît très intéressant, quoi qu'il arrive. Donc, oui, en somme, là, c'est plus une réflexion contre le libertarisme et pour l'amélioration de l'État. Il serait intéressant quand même de creuser, parce que là, en fait, ça répond aussi à la façon dont Murray Rothbard traite ce sujet, c'est-à-dire que l'attaque, c'est une attaque directe contre l'État. C'est pas une proposition de quelle liberté proposer. Peut-être ça sera dans la deuxième partie, je ne sais pas. Mais dans cette partie-là, il n'y a pas de proposition très claire de ce qu'il veut, de ce qu'il préconise à travers le libertarisme. Et c'est ça qui serait quand même intéressant, pouvoir voir si ces propositions sont vivables et comprendre ce qu'elles apporteraient à l'humanité. Parce qu'il y a certainement des choses intéressantes derrière ce libertarisme. Mais il y a aussi, voilà, quelque chose qui fait véritablement peur. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Et n'oubliez pas,
de visiter le site mécaniqueuniverselle.net. À très bientôt.